participants de l'intersyndicale en ce qui concerne les problèmes locaux. Et c'est un petit peu lié à ce que je disais tout à l'heure par rapport effectivement au reste à vivre qui est nettement inférieur dans notre département que dans les autres. C'est essayer d'avoir une action un petit peu plus spécifique dans ces domaines-là. C'est-à-dire, bon, déjà il y a le respect de la loi, et c'est pas forcément toujours bien respecté par les pouvoirs publics et les décideurs. Ouais. L'information des retraités sur leurs droits, parce que beaucoup de retraités ignorent leurs droits ou ne veulent pas les faire valoir. Et là, on a des exemples précis, effectivement, de gens qui restent dans des situations de précarité très importante, alors qu'ils pourraient éventuellement avoir certaines aides qui pourraient leur être attribuées. C'est l'augmentation du plafond de déclenchement de l'aide sociale, parce que les dépenses, comme ce que je disais, sont beaucoup plus importantes dans notre département qu'ailleurs. Augmenter ou réorienter les aides à l'habitat, c'est-à-dire l'accessibilité des logements, la rénovation, l'isolation des logements, parce que même si effectivement nous sommes dans un département où les températures hivernales ne sont pas très rigoureuses, il y a quand même beaucoup de logements qui sont des foyers de fuite calorique, pour le dire, et donc qui engendrent des frais de chauffage monumentaux. Et là, il y a effectivement, au niveau de l'isolation des logements, je pense à quelque chose d'important à traiter. Une de nos revendications, c'est par exemple la gratuité des diagnostics par rapport aux personnes effectivement en situation de précarité, par un organisme dédié, ou peu importe. Il y a aussi l'augmentation des capacités d'accueil temporaire. On a parlé des accueils pérennes tout à l'heure par rapport aux gens en situation de dépendance, mais il y a aussi des capacités d'accueil temporaire qui seraient là aussi à revoir, parce que les gens qui ont par exemple des ascendants en situation de maladie d'Alzheimer, etc. Il y a des accueils de jour, il y a mais pas en nombre suffisant. Donc il y a à apporter dans ce domaine. Voilà. Et puis ce que vous avez rappelé, donc Jean-Pierre Montelly, le développement très volontariste des foyers de logement, parce qu'on pense effectivement que c'est une solution. C'est pas la solution, mais c'est une des solutions qui permettrait d'améliorer très considérablement la vie des personnes âgées en devenir de dépendance. Je voudrais ajouter qu'au titre du PRODERPA, nous avons participé à l'élaboration, aux réunions d'élaboration du schéma gérontologique départemental. Et là aussi, c'est un des lieux, bien entendu, où nous avons pu défendre ce que l'on vient de vous dire, hein, savoir l'idée du foyer de logement, de l'intergénérationnel. Ça a d'ailleurs été repris dans le schéma gérontologique actuel. Sous toutes ses formes, c'est-à-dire pas uniquement le logement individuel, avec les problèmes que pose le vieillissement, parce que les locaux ne sont pas adaptés le plus souvent, et puis ce qu'il arrive lorsque les années s'écoulent et que la dépendance ou un début de dépendance commence à apparaître et que le maintien au domicile devient difficile. Et donc, nous nous sommes intéressés à d'autres modes d'accueil, et en particulier aux EHPAD, c'est-à-dire donc aux établissements d'accueil pour personnes âgées dépendantes. Alors, dans le dossier qu'on vous a remis, vous trouverez un tableau récapitulatif. Je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres. Simplement, si vous voulez, pour vous donner une petite idée du paysage global, on parle souvent de particularités du département. Là aussi, on en a au moins une, à savoir qu'on est l'un des rares départements où il y a beaucoup plus d'EHPAD privés à but lucratif, c'est leur dénomination, que d'EHPAD subvention moyenne des retraités. On vous a dit tout à l'heure qu'elle était aux environs de 1200
€ mensuels. Les EHPAD publics tournent autour de 56-57 € la journée, vous voyez, donc, et le privé tourne au minimum à 85 €, mais on est maintenant plus près des 100 € que des 85. Donc, il y a là un problème de reste à charge pour la personne qui pose parfois des problèmes, des difficultés insurmontables. C'est-à-dire que même en faisant appel à la famille, on n'arrive pas à couvrir la dépense. Et faire appel à la famille, ce n'est pas évident dans la mesure où les enfants ont déjà eux aussi des enfants à charge, dont les études coûtent de plus en plus cher, et leurs parents à charge, ça devient, pour des revenus modestes, ça devient très difficile à couvrir. Donc, ça c'est le problème numéro 1. Ceci étant, nous devons quand même dire que l'accueil dans les EHPAD s'est nettement amélioré depuis une vingtaine d'années, grâce à la mise en place des conventions tripartites, grâce à la mise en place des recommandations de l'ANESM, l'Agence nationale d'évaluation du secteur médical et social, la mise en place des contrats de séjour, la mise en place des conseils de vie sociale. Donc, globalement, l'accueil s'est nettement amélioré. Il reste quand même des progrès à faire dans un certain nombre de domaines, à savoir, par exemple, la prise en charge des malades atteints d'Alzheimer, la prise en charge aussi des fins de vie. Ce sont des sujets dont on parle relativement peu, mais que les responsables d'EHPAD, auxquels les responsables d'EHPAD se trouvent confrontés. Alors, ceci étant, lorsqu'on fait des enquêtes parmi les Français, on se rend compte que, primo, l'EHPAD a une mauvaise image. Les images, le pourcentage d'images négatives est redevenu supérieur au pourcentage d'images positives. Et quand on demande aux gens, à une écrasante majorité, les personnes interrogées vous disent qu'ils ne veulent pas aller en EHPAD. C'est un peu la conséquence de l'image que véhiculent actuellement les EHPAD. Alors c'est pour ça que, et confronté aussi à un autre problème, à savoir qu'une personne, il arrive un moment où le maintien au domicile n'est plus possible, même avec des aménagements, et puis il y a un autre problème grave auquel sont confrontées les personnes âgées, c'est la solitude. On commence à en reparler, puisqu'il y a un projet qui a été mis en place par le gouvernement, le projet Mona Lisa, qui essaie de répertorier tous les moyens de vaincre cette solitude. Il y a énormément, en particulier évidemment des femmes seules, des veuves, énormément de personnes qui se déclarent seules, c'est-à-dire qui n'ont plus de famille, où la famille est très loin, et qui vivent des moments. Il ne faut pas oublier quand même que la canicule qui a fait 15 000 morts chez les personnes âgées, c'était des gens qui vivaient seuls et qui n'avaient pratiquement plus de relations, dont on ne s'est pas préoccupé. Et il ne faut pas oublier non plus que cette solitude peut amener les personnes à une solution extrême. Ne pas oublier que, par exemple, le suicide, chez les personnes âgées de plus de 75 ans, le suicide est 6 fois plus élevé que chez les jeunes. Or, c'est vrai que, étant donné le regard que porte actuellement la société chez les personnes âgées, dont on fait souvent des gens qui coûtent à la société, en fonction de ce regard, on attache peut-être moins d'importance à quelque chose qui est tout de même aussi un drame humain très grave. Alors, nous nous sommes quand même interrogés sur, il y a un refus de l'EHPAD, à un moment donné, la solitude apparaît et peut devenir véritablement angoissante. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres voies intermédiaires entre le domicile et l'EHPAD? Et nous avons été parmi ici les premiers à l'intersyndicale à relancer 2 solutions possibles qui ont été expérimentées ailleurs,
mais qui n'ont pas été énormément développés au plan départemental. Il s'agit d'un côté du foyer logement. Le foyer logement, c'est un mode d'accueil de personnes qui sont encore autonomes. Donc on n'a pas ce problème de personnes entrant en EHPAD en urgence à 85 ans et déjà atteintes d'un handicap. Là, ce sont des personnes qui ne veulent plus subir cette solitude dont je vous parlais et qui peuvent acquérir là un appartement. Elles sont chez elles sont autonomes, mais elles bénéficient d'un environnement sécurisé. Et si ces foyers logements sont adossés à des EHPAD, avec communication entre les deux, restaurant commun par exemple, à ce moment-là, eh bien, le jour où le handicap deviendra trop lourd pour pouvoir rester dans son appartement du foyer logement, le passage en EHPAD se fera de façon beaucoup moins douloureuse. Deuxième élément que l'on essaie de relancer, c'est tout ce qui concerne l'intergénérationnel. Je pense qu'on réglerait un certain nombre de problèmes, à savoir la solitude, puisque les personnes, il existe, ça se fait en France, par exemple, un immeuble intergénérationnel, où on mélange des personnes âgées avec des jeunes couples avec enfants. Les uns peuvent rendre service aux autres, et les autres donnant une compagnie aux personnes âgées et leur redonnant, c'est ce qui manque beaucoup souvent, un sentiment d'utilité, parce que la personne âgée, bien souvent, a un sentiment d'inutilité profonde, elle se dit je ne sers plus à rien, je suis une charge. Dans ce genre de rapport, à ce moment-là, on aurait un bénéfice des deux côtés. Je pense que ça pourrait, ce n'est pas une solution miracle. Et puis, quand on interroge Alain Tiberti, bonjour. Des jeunes, Bonjour. La situation des retraités dans les Alpes-Maritimes est plus préoccupante qu'ailleurs? Ben oui, parce que la pauvreté, c'est un phénomène national et elle touche de plus en plus de personnes âgées, comme d'autres personnes en France d'ailleurs. Et dans les Alpes-Maritimes, par exemple, il y a 16 500 retraités qui ne bénéficient que du minimum vieillesse, environ 800 € par mois pour vivre, et pour eux, la situation est terrible. Alors, terrible parce que la vie est plus chère ici? Ben oui. Déjà, soyons clairs, le niveau de revenu d'un retraité pauvre est identique à Nice ou à Paris ou à Versailles, mais le coût de la vie est aussi cher dans la capitale. Et les loyers en particulier, le logement est très cher, il grève la plus grosse partie du budget, et du coup, il reste peu de choses pour s'habiller, se nourrir et même, hélas, se soigner. C'est ce que vous appelez le reste à vivre, hein, Oui. c'est ça? C'est le reste à vivre lorsqu'on a payé l'essentiel, c'est-à-dire garantir un toit. Vous avez rencontré des gens qui ont vraiment du mal et qui font des choix? Oui, alors on en a rencontré soit dans nos permanences syndicales, soit en allant à la rencontre des associations caritatives comme le Secours Populaire, Secours Catholique, Resto du Cœur, etc., qui nous ont confirmé qu'effectivement, sans justement l'aide de ces associations, beaucoup de personnes n'arriveraient plus à vivre, à se nourrir dans les Alpes-Maritimes, comme d'ailleurs en France. Mais en Alpes-Maritimes, effectivement, c'est plus prégnant. Et ça veut dire, par exemple, elles n'arrivent plus à vivre, ça veut dire qu'elles font quoi? Eh bien, elles font des économies surtout sur la nourriture, elles font des économies sur le chauffage, hein. Elles font des économies aussi, et ça c'est dramatique, sur les soins, hein, notamment en 3 domaines très touchés, les soins pour les oreilles, pour les yeux, pour les dents, hein, ce qui fait que les pathologies ont tendance à s'aggraver, et lorsque, par la force des choses, ces personnes sont contraintes d'aller se soigner, eh bien le surcoût pour elles et pour la sécurité sociale est très fort. Et alors, elles n'osent pas aussi, parfois, ces personnes demander de l'aide à ces associations? C'est clair, certaines associations nous ont dit qu'elles ne voyaient l'essentiel de ces personnes âgées pauvres que lors de maraudes, c'est-à-dire de parcours dans les endroits où on les retrouve, hélas parfois après des marchés où elles vont faire les restes, ces gens-là ne viennent spontanément, rarement, à la rencontre des associations par pudeur, par honte. C'est pas dans leur culture. Alors, du coup, la question importante, c'est aussi celle du logement, c'est ça? Ah, ça c'est dramatique, soyons clairs. C'est dire la confidence que nous avait fait un jour un maire lors d'une rencontre, que des gens qui ont vécu et travaillé toute leur vie sur la Côte d'Azur, une fois la retraite venue, ne sont plus en mesure de continuer à y vivre. Et ça, c'est dramatique.
dirais-je, les loyers sont chers, mais le fait d'être propriétaire ne met pas à l'abri dans la mesure où l'explosion des charges fait que leur revenu ne permet plus d'assurer le ravalement, la mise au nombre de l'ascenseur, etc. Du coup, vous revendiquez justement, vous demandez qu'il y ait des choses qui soient faites dans le domaine du logement particulièrement? Parce qu'on peut parler de tout. Oui, alors ça, effectivement, le logement, c'est le point noir. Et ce qu'il faudrait, c'est une politique d'habitat social beaucoup plus ambitieuse que celle qui est menée dans les Alpes-Maritimes, soyons clairs. Hein. Il y a une loi SRU qui n'est pas du tout respectée chez nous et on ne voit pas de volonté politique pour inverser la tendance.